Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour la population de DMG. C'est Madame Rebecca Jacqueline qui raconte toujours ces histoires de son quartier. DMG, je raconte une histoire qui s'est passée aussi il y a longtemps. Pour nous qui étions, quand j'étais petite, les gens qui appellent souvent des témoins de Jéhovah, vous voyez les témoins de Jéhovah de l'époque là. Maintenant, l'image même pas qui passent souvent maison par maison là pour faire des prières qui donnent toujours des petites brochures là, marquées là, réveillez-vous. Donc, ils étaient là, ils éduquaient, tout ça. Et on m'a prêché, on partait à l'église, ils appellent souvent les dirigeants. Comme ça qu'ils sont partis aux dirigeants, un monsieur de mon quartier, du quartier de l'autre côté. Les gens le prenaient comme quelqu'un de plus spirituel, quoi. Il était parmi les grands enseignants de témoignage. Comme ça qu'on prie, vous dit comment il ne faut pas faire le péché, il ne faut pas faire ceci, cela, il ne faut pas faire cela. Et quand ils prêchaient, les groupes, ils font souvent les groupes de trucs en groupe. Voilà, maintenant, il y a une séance qui est arrivée chez lui. Le monsieur là n'était pas sérieux. Mais lui prêchait avec les Bibles. Tous les brochures de témoins, c'était plein dans les armoires là-bas chez lui. Voilà, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et comme on dit toujours que les rumeurs du quartier, il y a souvent d'autres rumeurs qui sont vraies, d'autres rumeurs qui ne sont pas vraiment vraies. Mais on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On se soupçonnait toujours ce monsieur que, il dit qu'il est quoi, qu'il est le chrétien, avec son comportement que ceci, il y a quoi là. Les gens disaient toujours que le WC est plein. Le WC ici est plein. Il a toujours le truc, on a mis le truc dans notre WC. Le WC, c'est pour lui. C'est lui qui a le bois, machin. On va voir. Bon, les gens ne pouvaient pas imaginer. On se disait que, mais c'est un témoin. Est-ce que quelqu'un qui marche avec la Bible, qui prêche, est-ce qu'il peut avoir des trucs pareils chez lui? Mais non. C'était loin à savoir. Très loin. On disait toujours que c'est le voisin à côté, ce n'est pas lui, ce n'est pas. On dit que ça vient là-bas. Pourquoi les toilettes sont toujours pleines? Pourquoi? Les gens bavardaient comme ça, disaient que ça c'est un homme de Dieu. Il sort tous les matins, il va prêcher, il sort le soir, il prêche. Et puis il est le grand enseignant de la Bible, celui qui lit les Bibles dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Et puis voilà, alors une soirée, et tous. Ils étaient assis là-bas parce qu'ils font souvent la sieste pour se regrouper. On vient dans une maison d'un grand. Ils sont assis comme ça, tous. Ils sont en train de prêcher la Bible DMG. Là, le gros serpent qui sort seulement de là-bas de faire la cuisine là-bas. Ça passe devant les gens là qui étaient assis, les témoins de Jéhovah. Devant. Ça dit, ils n'avaient même pas moyen de faire disparaître pour dire que mystiquement quoi. Le gros serpent est passé comme ça. Vroom. On dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on a porté. On a commencé à crier, tout le monde soulevait les pieds. Ça sort de sa maison, de sa cuisine. Ça, c'est quoi? Il n'a même pas pu. Lui-même, il est tombé là. Il m'a dit, mes frères, excusez-moi, c'est mis à genoux pour supplier. Maman, on dit que ça entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que quoi? Donc, ça t'appartient ou c'est pour qui?
commencé à demander des excuses, tout ça. Maman, c'est depuis ce jour-là qu'on a dit que les gens qui ont les Bibles là, c'était son bois qui l'a trahi. Que tu te caches aujourd'hui, moi, il sort. Moi, il sort. Vous priez, comme derrière vous priez là. Le gros serpent est sorti. Alors, on l'avait enlevé dans la congrégation. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, cette histoire n'est jamais finie. On appelle ça ma maison de serpent. Donc, ne vous regardez pas les gens qui ont les Bibles là, qui disent que vous êtes un témoin de Jéhovah. Le serpent est sorti dans sa maison. Un gros serpent. Il n'y avait même pas moyen de dire que c'est le voisin qui a envoyé c'est quoi. Et après, il a avoué. Oui, il a fait comment là-bas. Mon quartier ici a des choses, TMG. Mon quartier ici. Oh, bye, tapoter. Vous voulez raconter, Madame Becky avait les histoires de son quartier. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Alors, bonjour DMG. Bonjour à toute ton équipe de production. Et un salut aussi à tous les auditeurs et tous ceux qui participent pour raconter leurs histoires ici. Alors, je vais commencer déjà par te remercier et te féliciter vraiment pour ce concept qui vraiment a une si grande importance parce que là, ça aide beaucoup de vies. Beaucoup de vies, tu ne peux pas t'imaginer. Ça aide beaucoup de vies. C'est pour ça que je voudrais, avant de commencer, de raconter une de mes histoires parce que j'en ai tellement de choses à raconter, des choses même que je découvre qui aujourd'hui ont un intérêt à être dit parce qu'avant je savais même pas que c'était mystique, mais au fur et à mesure que j'écoute des histoires qui se racontent ici, je me dis tiens, telle aussi était une histoire que j'ai vécue comme si, et puis c'était dans l'IA comme ça, donc voilà, donc à quoi est-ce que ça revenait et qu'on sort, je me rends compte que c'était vraiment mystique, du moins pas naturel du tout en fait. Alors cette fois-ci, je vais commencer par raconter une petite histoire, une courte histoire, très récemment vécue par ma fille. Il y a cela peut-être 2-3 mois, parce que c'est le mois de juin. Déjà, je suis camerounaise, je suis au Cameroun. Et alors, j'ai ma fille qui est à l'école de médecine et qui fait des stages académiques. Voilà, appelons ça comme ça. Alors, lors de un de ses stages académiques, en deuxième année, il y a cela quelques mois, elle a été affectée dans un hôpital à Kribi. Voilà, pas son établissement. Dans un hôpital à Kribi, où elle devait, avec une de ses camarades de classe, être en stage académique. Vous voyez, genre stage, après quoi on rentre à un mois. Oui, elle partait pour un mois, exactement le mois de juin dernier, et au bout duquel stage elle devait rentrer à l'école pour préparer ses régulations, comme ils appellent. Mais en fait, voilà ce qui se passe au moment du stage. C'est ce qu'elle me raconte du moins. Elle me dit un soir, donc, lors d'une garde, parce que là, ils font des gardes de nuit. Bien, lors d'une garde de nuit, alors, sa copine et elle, sa camarade, sa coéquipière, quoi, et elle, sont donc en salle. Ils ont leur salle de garde là où les infirmiers et consorts s'asseyent, ils sont à leur bureau là pour attendre des éventuels cas. Bon, ils se reposent aussi. Ils sont en salle, ils sont assis là. Et puis, elle entend un bruit, ils entendent un bruit dehors. Ils entendent un bruit dehors parce qu'elle me décrit que l'hôpital comme l'hôpital, comme il y a un hall, une grande cour qui sépare l'hôpital de la route principale qui goudronnée de l'autre côté. Et puis, du versant gauche de l'hôpital, il y a le bâtiment de la morgue. Le bâtiment de la morgue aussi, qui n'est pas loin de la route en fait. Et puis l'hôpital est dans une barrière en fait. Le bâtiment de la morgue est dans la barrière, mais seulement il y a une grande route, la route principale goudronnée qui passe là devant. Alors qu'ils sont dans leur salle, de l'autre côté versant gauche, à la morgue, et entendent des bruits un peu comme il y avait un grand marché dehors. Subitement comme ça, d'entendre des bruits. Et puis,
comme des balafons qui commencent à taper. Des balafons commencent à taper, des gens commencent, un bruit de marche, quoi. Il y avait des voix un peu lointaines. Lointaines parce qu'elles se disent, bon, peut-être que ce sont des gens qui sont en train de passer et qu'on sort. Mais à un moment, ça se calme, à un moment, ça reprend. Alors, elles sont assises là. C'était aux environs déjà, elles me disent, aux environs déjà de 1 heure par là, 1h30, 2 heures. Alors, elles prennent peur, mais c'est elle, ma fille, qui dit, il y a des bruits dehors, le bruit comme ça. Est-ce qu'il faut que ça vient d'où ça? De toute la journée, on n'a pas eu ce genre de... Ça vient d'où ces bruits-là? Alors, elle se lève pour aller regarder à la fenêtre, que je vais guetter par la fenêtre. Que sa copine qui dit, non, 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 ne le fais pas, ne le fais pas. Sache que nous sommes ici dans une zone balnéaire. Nous sommes à Kribi, fais attention. Il y a des choses qui se passent dehors. Ma fille, elle, têtue. J'avoue déjà qu'elle est très jeune. Elle n'a que 18 ans. Elle est très têtue. Elle insiste. Non, 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 je peux pas, je veux voir, je veux voir. Il va me faire quoi? Et puis on a dit ça, il va me faire quoi? Alors subitement sur le coin, c'est là, elle va regarder à la fenêtre. Elle baisse les rideaux, elle baisse les voiles de la fenêtre, elle regarde. Elle dit qu'elle a vu comme un groupe de personnes, qui étaient qui étaient tout en blanc, à distance, sur la grande route goudronnée. Tout en blanc, comme un défilé. En fait, devant, il y avait, elle me dit, il y avait deux personnes assises sur des brancards. Comme des brancards, comme à l'hôpital là, comme on pousse là. Comme des brancards, sur des brancards. Et puis, deux personnes derrière en train de pousser. Et puis, il y avait une longue file derrière en train de marcher aussi. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Elle a aperçu ça. Elle les a aperçus comme ça là. Et puis tant qu'elle a aperçu comme ça là, elle a encore rebaissé la tête parce qu'en fait elle soulevait la tête pour voir au-delà, à travers la fenêtre. Elle a encore rebaissé la tête. Elle dit, je les ai vus. Ils sont comme si, elle a décrit un peu ce qu'elle a vu à sa copine. Sa copine dit que tiens, je te demandais de ne pas regarder. Ce ne sont pas des êtres, c'est pas normal. Alors elle a commencé à avoir peur. Elle a pris peur. Elle a pris peur vraiment. Elle a réalisé que c'était vraiment pas normal. Et elle me dit, ils étaient du côté de la morgue, bref, la route du côté de la morgue pour avancer un peu comme s'ils allaient dans la ville. Alors elle a eu peur. Alors le lendemain, elle a essayé de raconter à l'encadreur, une dame qui était là et une autre dame aussi avec qui ils étaient venus toujours de Yaoundé pour le stage et consort, qui était une maman un peu plus âgée, toujours une camarade de classe, mais une maman qui leur expliquait que ce n'est pas des êtres humains que tu as vus, ce sont des esprits que tu as vus. Et alors, il faut aviser tes parents et faire ce qu'il est lieu de faire ce qu'il y a à faire parce que tu as vu des esprits. Ce n'est pas des personnes normales. Ici, il se passe souvent comme ça, dans cette zone-ci, dans cette ville-ci surtout. Ici à Kribi, il y a des personnes, parfois tu rencontres dans la rue comme ça, même en plein jour, ce ne sont pas des êtres humains. Il faut faire très attention. Alors, elle m'a appelé pour me dire ceci, voilà maman, tu sais, il faut prier pour moi. Je crois que j'ai vu ce que je ne devais pas voir, qu'on sort. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me raconte ce qui se passait. Je dis, ok, on va confier ça au Seigneur. Et désormais, il faut plus insister. Il faut plus insister. Il faut prier beaucoup avant d'aller dans tes stages. Il faut prier beaucoup. Il ne faut plus insister. Quand on te dit ne fais pas telle chose, ne le fais pas. Quand tu arrives quelque part, ne fais pas telle chose. Suis les consignes qu'on te donne. Alors, mon conseil aussi pour toutes les autres personnes qui vont m'écouter, mon conseil, c'est que quand vous arrivez quelque part et qu'il y a des consignes de vie que les gens respectent, vous aussi respectez. Respectez parce que ce n'est pas vous qui allez venir changer le cours des choses. C'est pas vous, à moins que vous vouliez montrer que vous avez un esprit, mais vous ne venez pas combattre quelqu'un là-bas, vous venez de passage, faites ce que vous avez à faire et passez votre route. C'est ce que je dis à ma fille. Désormais, c'est pas ça qui va se passer. Désormais, tu arrives, si on te dit ne fais pas telle chose, ne le fais pas. Ne sors pas à telle heure, ne sors pas. Rentre à telle heure, rentre à telle heure. Alors là, voilà la petite histoire de ma fille qui était très récente que je voudrais raconter et puis attirer l'attention des personnes aussi peut-être naïves, si on peut dire ça comme ça, ou très innocentes, si on peut dire ça comme ça, de faire très attention, le dehors est mauvais. Alors bonsoir à tous et merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir DMG Jean. Bonsoir toute la population de DMG. Madame Ebeke Jacqueline qui raconte toujours les histoires de son quartier. DMG, voilà encore l'histoire de mon quartier, qui date quand même des années. Ça date des années parce que c'est à l'époque ici chez nous, les gens qui venaient souvent prendre nos maisons ici là, on vendait les maisons. Il fallait vraiment avoir les moyens pour pouvoir en prendre une ici. Et les gens qui étaient ici, qui venaient ici pour prendre les maisons, il fallait absolument avoir la belle vie et tout. Et on s'est retrouvé même qu'il y avait, la plupart étaient toujours les gens qui avaient toujours trempé les mains quelque part parce que pour pouvoir être à l'aise, il le fallait. Il le fallait pour que tu sois allé pour avoir la grande vie. Voilà une jeune fille qui était de notre quartier, mon quartier. Elle travaillait à la compagnie Camé de l'époque. Je dis que c'est le truc de l'époque quand Camé vivait encore. Elle travaillait là-bas. On ne savait pas, bon, qui pouvait ignorer. Parce que quand les gens entrent là, tu ne sais pas, c'est par le comportement que tu sais que quelqu'un est là. Elle était toujours dans sa maison, elle a une belle maison, elle était dans sa maison. Mais elle était toujours avec les fleurs partout, les herbes qui embellissent, qui trottent les rampantes là, qui ferment le sol, les murs là. Les gens disaient que même nous, quand on était enfant, on disait que quand vous avez les fleurs qui collent sur les murs là, qui envahissent tous les murs là, c'est pas bon. C'est ça qui faisait que ça habitait, c'est l'habitation des reptiles, des serpents, tout ça, tout ça. Et elle aimait toujours les fleurs, les ménagères qui venaient travailler là-bas, il fallait toujours remplir les fleurs. Et elle avait une chambre secrète qu'il ne fallait pas entrer. Personne ne savait. On dit quand on a une chambre secrète. C'est comme ça que les gens qui travaillent là-bas suivaient ces conditions. Une jeune dame bien, là, sa véhicule, tout ça. Elle était bien, bien, bien. À un certain moment DMG, la vie ne donnait plus simple que les conditions qu'on lui donne au début. Après un certain moment, on les change. La fille, subitement, il n'y avait pas moyen. Elle a fait ce qu'on a d'abord dit et après, on lui a donné peut-être d'autres conditions parce qu'elle n'a pas dit. On a vu seulement vu son changement, elle a changé parce qu'elle n'en pouvait plus. La fille a commencé à boire. Elle a commencé à boire, elle était déjà ivre. Donc, pour qu'elle puisse dormir, il fallait qu'elle boive saoule pour venir tomber et dormir. Toujours soucieuse, elle part au travail, elle rentrait, elle devenait soulade. Elle dit, ouais, comment tu bois comme ça? Qu'est-ce qui te fait boire? Parce qu'elle voulait noyer tout ça. C'était tard. C'était tard. Il fallait maintenant respecter. Elle ne respectait même plus ces histoires-là qu'il fallait soit remplir l'eau, soit arroser les fleurs, soit faire ceci. La maison était toujours une maison qui était comme si c'était la bourse, bien aménagée, mais tu vois les fleurs vertes partout, le mur, l'entrée des douches, derrière l'entrée de la cuisine, tu vois les fleurs, certaines fleurs, mais c'était trop. Les ménagers ont fui, les ménagers disaient comme non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Un jour alors, la fille ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a ouvert la chambre. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait faire le ménage. Quand elle a fait entrer dans la chambre, elle n'a presque rien vu, mais à la sortie, qu'elle a trouvé un serpent un gros serpent qui passait. Donc, pour dire que le serpent était dans cette chambre, elle a fui en courant. Elle a fui en courant. Cette fille travaillait dans la maison, c'est elle qui a commencé à leur dire que vraiment, c'est là où on lui a dit que oui, c'est là où ça marche, c'est sur son passage. On t'a dit de ne pas ouvrir la chambre. Pourquoi tu as ouvert la chambre? C'est toi qui as voulu voir ce que tu voulais voir. Cette fille a bu comme ça, boire. Elle voulait se noyer, c'est là où on disait qu'elle n'en peut plus. Elle était toujours en train de chercher les jeunes garçons qui venaient rester là-bas. C'est elle qui donnait même l'argent aux hommes. Elle ne s'est même pas mariée, fille mûre. C'est comme ça qu'elle est partie comme ça. Après, c'était temps pour... Elle n'a pas pu remplir les conditions qu'on lui avait données, les secondes conditions, comme ça qu'on les trompe, DMG. On les trompe, tu dis c'est seulement ceci. Après, quand tu as compris ça, on dit que non, maintenant donne ta mère. Après, tu donnes ta mère, on te dit donne ceci pour que tu maintiennes cet argent qu'on te donne. Vraiment, Satan n'est pas bien. On trompe les gens, tous les gens ne comprennent pas. C'est comme ça qu'elle meurt jeune. Cette femme est morte comme ça, elle a laissé sa belle maison comme ça. Elle est partie.
Elle est partie. Vraiment, et laissons les histoires, croyons qu'en Dieu. Croyons seulement à Dieu parce que Dieu lui donne gratuitement. Ces histoires qu'on te dit qu'il n'y a rien, c'est seulement ceci, c'est seulement même ces grandes personnes que tu vois là avec les grosses voitures cylindriques là, on les trompe. À un certain moment, quand tu crois à ce qu'on t'a dit, tu ne connais pas la suite. Dès qu'ils voient que tu es déjà bien, tu as exécuté tout ce qu'on t'a dit, on change. Continue à faire ceci, continue à faire ceci, vraiment. Je conseille seulement à mes soeurs de ne pas mettre la tête dessus. Sachez que même ce qu'on fait là, l'argent n'est rien, l'argent n'est rien. L'argent sans condition, sans travailler, c'est pas un argent. Il faut travailler ton propre argent. C'est le vrai argent, vraiment. Bye, 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 bye. C'est Madame Becky Jacqueline qui a la condition de son quartier. Bye, 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 bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Ça fait très longtemps. Je ne suis plus passée par ici. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter ce soir. C'est une histoire réelle. J'ai lu quelque part et ça m'a marqué. Alors, j'ai décidé de la partager avec la communauté. C'est l'histoire d'une jeune fille. Bon, je vais intituler l'histoire « J'ai failli être tuée à l'enterrement de ma maman ». Je pense que c'est le titre qui était là même quand j'ai lu. J'ai failli être tuée à l'enterrement de ma maman. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme de la trentaine. Je vais l'appeler Emily. Donc, Emily est allée à l'enterrement de sa maman dans un village, dans le Cameroun. Elle est arrivée au village. Il y a ses amis qui l'accompagnaient. Du moins, il y avait toute la famille, ses frères et sœurs, son papa. Sa maman est décédée d'un cancer. Donc, après la mort de sa maman, son père a été vraiment fragilisé par ce deuil. Il a vraiment, non, le deuil l'a vraiment secoué. C'est donc comme ça, quand ils sont arrivés au village avec le corps, supposons ils sont arrivés peut-être vendredi et peut-être jeudi. L'enterrement devait avoir lieu samedi. Donc vendredi, elle est assise dans la cour avec ses amis qui sont venus l'accompagner. Voilà subitement son papa qui passe. Il avait l'air vraiment abattu parce que d'après ce qu'elle dit, quand sa maman est décédée, son père, vraiment, un homme qui était tellement fort, qui n'exprimait presque jamais ses sentiments. Donc, il a complètement changé, il s'est effondré. Donc, elle dit, voilà son papa qui passe avec une mine tellement pâle. Eux, ils ne voulaient même pas laisser leur papa seul. Parce que, quand il restait dans des endroits seuls et isolés comme ça, il pleurait seulement. Il pleurait tellement, sa femme et tout. Donc, voilà son papa qui passe. Elle se lève et voit la mine de son papa, comment il est triste et tout. Elle se lève, elle vient vers son père et lui demande qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il va, étant tout complètement pâle comme ça. Sa fille lui dit, le papa lui dit, il est en train d'aller chercher un de ses amis qui vient de l'appeler en route, parce que c'était dans un village, au fur et à mesure les gens arrivaient. Donc son papa lui dit, je suis en train d'aller chercher un de mes amis qui vient d'arriver là. Il m'a dit qu'il s'est perdu. Et voilà, je suis en train d'aller vers lui comme ça. Et directement, elle dit elle-même qu'elle a vu la mine de son père. Ça n'allait pas. Son papa l'a donc proposé d'aller l'accompagner. Il ne voulait pas faire chemin seul et tout et tout. Vu aussi comment son papa était pâle, fragile et tout ça. Elle a accepté. C'est comme ça qu'elle suit son père. Ils sont allés. Ils marchaient, elle ne connaissait pas totalement le village. Donc, ils sont arrivés dans un endroit du village. Le papa a pris un autre chemin. Elle dit c'est un chemin qu'elle ne maîtrisait pas. Voilà, elle demande à son père si c'est un raccourci. Parce que, voilà, elle ne connaît pas bien le village et elle n'est jamais passée par ici. Elle dit son père ne parle pas. Elle dit du moins, tout au long du chemin, son père était devant. Elle était derrière. Quand elle essayait même de taquiner un peu son père comme ça, son père ne souriait pas, il ne parlait pas, il ne faisait rien. Il était là inerte. Il marchait seulement.
Quand ils ont pris le raccourci, elle dit ils ont un peu cheminé, peut-être 200 mètres. Elle regarde devant, elle voit un jeune homme, un jeune monsieur qui est en train d'arriver. Un jeune monsieur qui arrive avec une longue tunique blanche. Le monsieur traverse son père, comme elle était derrière son père. Le monsieur vient arrêter sa main avec une force pas possible. Le monsieur l'oblige à retourner, à rebrousser chemin. Je ne sais pas si vous voyez un peu, donc à rentrer au village. Elle dit, mais avec tous ces bruits qu'elle faisait là, son père ne s'est même pas retourné. Son père marchait, continuait à faire ses 100 pas. Il marchait sans même se retourner. Voilà, il disait au monsieur de lâcher sa main et tout ça, et tout ça. Donc, elle dit qu'elle avait une grande force et une grande colère. Elle était en colère, mais celui-ci sort d'où jusqu'à il vient arrêter maintenant comme ça. Elle a lâché, tiré le monsieur, lâché sa main comme ça. Voilà, le monsieur il est parti. Elle aussi, elle a lâché la main du monsieur. Elle aussi, elle a regardé vers la direction où son papa était. Elle n'a vu personne. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle avance, elle avance, elle avance. Elle ne voit personne. Son père n'est plus là. La route est comme... la route a presque disparu, au fait. Je sais pas, donc, comme c'est dans une forêt, c'était un peu comme... Le raccourci était comme une petite forêt, mais il y avait des routes. Elle dit qu'elle se retournait derrière. C'est le champ partout. Donc, comme si on n'avait même pas... Il n'y avait même pas un chemin là-bas. Rien, rien, merde. Elle se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Elle ne voit pas la route. Elle court, elle rentre, elle ne voit pas la route. Donc, elle tourne, elle a l'impression qu'elle tourne en rond. C'est comme ça qu'elle se rappelle qu'elle a son téléphone sur elle. Elle appelle le numéro de son père. Le téléphone sonne. C'est sa petite sœur qui décroche. Sa petite sœur décroche le téléphone. Elle dit, allô? Oui, Emily, tu es où? Emily dit, je veux parler. Comment c'est toi qui décroches le téléphone de papa? Je veux parler avec papa. Elle dit, oui. Papa est ici à la maison, dans la deuxième maison du deuil. Vous savez, oui, dans la deuxième maison du deuil. Elle dit, mais comment ça? Papa fait comment pour arriver là-bas? Elle dit, en tout cas, passe-lui le téléphone. C'est là que son père prend le téléphone. Elle dit à son père, mais papa, comment tu me dis qu'on peut accompagner, on peut chercher ton ami, on arrive en route, tu pars, tu ne m'attends même pas, qu'est-ce qui se passe? Son père dit, et comment ça? Mais voici, je suis à la maison du deuil depuis le matin, je ne suis même pas quittée de la maison du deuil. À quel moment est-ce que je t'ai demandé qu'on aille en route chercher mon ami Naz? C'est là qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle explique à son père. Son père lui dit non, je ne suis pas quittée. C'est comme ça que le téléphone était sur haut-parleur. Son père demande, il y avait les gens aux alentours de son père. Son père demande, est-ce que je me suis levée d'ici depuis qu'on est assis? Tout le monde répond négativement. Elle dit, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est là, son téléphone a perdu le réseau. La conversation s'est éteinte, s'est arrêtée. Donc elle essayait encore de joindre le numéro de personne ne passait, elle n'avait plus de réseau. Elle savait vraiment passer. Au fur et à mesure que le temps passait, qu'elle se disait, mince, je suis tombée dans un piège. Si mon père est à la maison, qui est-ce que j'ai suivi? Quel est alors l'homme qui est venu me sauver, qui voulait me sauver et j'ai refusé? Donc elle a commencé à se poser plein de questions. Au fur et à mesure, la nuit tombait. La nuit tombait. C'est comme ça, elle a marché. Elle est restée dans un coin de la forêt. Elle commence à réciter le psaume 23, à prier. Elle récite le psaume, elle prie. Voilà, il était peut-être dans les 19h, 18h30, 19h comme ça. Il y a la lune qui sort. Vous voyez un peu quand la lune sort, ça éclaire un peu les arbres, des forêts et tout là. Voilà, quand elle avait déjà prié, pleuré et tout ce qui va avec, elle voit un chat tout blanc, sorti de l'ombre. Du moins, comme le ciel n'était pas encore totalement noir et comme il y avait la lune, c'était assez visible quand même. Dans le chat qui sort à distance, elle dit qu'elle regarde comment le chat sort de loin, s'avance vers elle. Le chat avance. Le chat arrivait peut-être à 1 mètre d'elle. L'a regardé, l'a fixé dans les yeux peut-être 45 secondes à 1 minute et se retourner. Retourner, faire peut-être 2 pas.
Elle ne comprenait pas. Elle dit quand le chat fait au moins 2 pas comme ça, le chat se retourne encore et la regarde. C'est là qu'elle comprend que peut-être le chat est en train de vouloir me dire quelque chose. Certainement, il veut que je le suive. C'est comme ça, donc le chat a un peu avancé, le chat se retournait. Genre, je t'attends, lève-toi, je t'attends. C'est donc comme ça, elle s'est levée, elle a commencé à suivre le chat. Le chat marche. Elle dit qu'au fur et à mesure que le chat marchait, elle avait l'impression que le chat grossissait. Donc, comme si c'était un humain, moi, c'était bizarre. Et elle avait un peu peur, au fait, parce qu'elle ne savait même pas où elle était. Quand elle voulait s'arrêter, le chat s'arrêtait et se retournait. Genre, ce que tu veux faire là, ne le fais pas. Avance. C'est comme ça qu'ils ont avancé. Elle dit que le chat est arrivé dans un endroit, toujours dans la forêt. Arrivé dans un endroit, il a commencé à faire les grimaces comme s'il tournait en rond. Quelque part, il tournait en rond. Elle observait tous les mouvements du chat. Le chat a fait au total 13 tours. Quand le chat a fini de faire les 13 tours, il a disparu. Elle a pris peur. Elle a recommencé à prier. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle est quittée de où elle était. Elle est aussi allée se placer où il y avait le chat. C'est comme ça qu'elle se place où il y a le chat. Elle entend la voix de son père en haut, qui lui dit « Ah, enfin, on l'a retrouvé. Ses frères et soeurs qui sont en train de crier. Sa fille même qui est là. Tout le monde qui crie. Elle est là. C'est comme ça qu'on en voit l'échelle. Elle est dans une forêt. Elle dit que quand l'échelle descend, elle les voit, l'échelle est dans l'air. Je ne sais pas si vous voyez un peu, l'échelle est dans l'air parce qu'elle est dans la forêt. Pourtant, eux là-bas, ils étaient en haut et elle était dans un trou. Donc, quand ils ont lancé l'échelle, c'était sur le mur du trou. Mais chez elle, où elle était, c'était vide. C'est comme ça elle est montée sur l'échelle. Quand elle entendait, au fur et à mesure, elle entendait les voix des gens. Elle est sortie du trou. Elle a embrassé tout le monde. Mais ses amis maintenant ne comprenaient pas. C'est quand elle arrive comme ça, son père lui dit « Ah, ma fille, enfin, on t'a retrouvée et tout et tout. » Elle dit à ses amis « Mais vous tous, vous étiez là quand mon père est venu. Je suis allée accompagner mon père. » C'est là que ses amis disent « Non, tout à l'heure, on était assis ensemble. Il y a eu une dame de notre même tranche d'âge qui est arrivée avec un grand foulard blanc sur la tête. La dame a traversé. Toi, tu t'es levé, tu as suivi la dame. Tu ne nous as même pas dit où tu allais. Tu ne nous as même pas dit au revoir. Depuis ce temps, tu n'es plus revenu. » Non, c'est là qu'elle comprend que c'est quelqu'un qui avait pris l'apparence de son père pour aller la tuer. Et le chat blanc, c'est là que maintenant son père lui explique. Quand ils sont arrivés au village comme ça, quand elle a constaté, on a directement fait signe au génie du village. C'est un des génies du village qui s'est transformé en chat. Qu'elle était dans le monde des morts et son sacrifice était prévu pour 3 jours. Donc, après 3 jours, elle devait décéder dans ce monde-là. Donc, et comme dans le monde de mort, chez eux là-bas, il n'y a que les chats qui peuvent accéder à ce monde-là. C'est la raison pour laquelle le génie s'est transformé en chat pour venir l'aider à sortir. Et on lui expliquait aussi que le monsieur qu'elle a vu quand il était avec son père, c'était son ange gardien qui venait comme ça la sortir de la situation. Mais la colère qu'elle avait en elle a repoussé l'esprit de cet ange-là. Donc, c'est un peu ça. Et elle dit, après, le lendemain, ils ont enterré leur maman. Donc, après cette histoire, voilà, ils ont enterré leur maman le lendemain. Et la nuit, là, elle a fait un rêve où elle était assise à la cuisine avec sa mère. Sa mère avait porté sa fille. Et sa mère était en train de lui dire, à son père de ne plus jamais venir dans le village avec eux. Oui, qu'ils ne viennent plus jamais. C'est là comme ça, le lendemain aussi, elle dit à son père le rêve qu'elle a fait. Son père lui dit que voilà, le génie qui était venu la sauver lui a dit la même chose, qu'ils ne viennent plus jamais dans ce village parce qu'elle a une grande étoile. Et quand on voit des personnes comme ça, oui, on a juste envie de partir avec eux, de les tuer et tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça qu'ils ont enterré leur maman et ils sont rentrés dans la paix, malgré tout le traumatisme qui s'est passé et tout et tout. Voilà, j'espère avoir bien expliqué cette histoire. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée.
Donc, vraiment, faisons attention, surtout quand on va dans des endroits où on ne connaît pas, dans les villages, surtout avec des choses mystiques. C'est vrai, le mystique, c'est partout maintenant, que ce soit en ville ou au village. Vraiment, faisons attention, ne marchons pas seuls. Marchons en groupe et toujours prier. Prions, 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 ne cessons de prier. Parce que moi, je me dis, c'est cette prière qu'elle a faite quand elle se sentait vraiment abandonnée et tout ça, et tout ça, et tout ça, qui l'a aidée. Et voilà, si on est dans des situations comme ça, des personnes inconnues apparaissent aussi pour nous aider vraiment. Si on ne sait jamais, c'est vrai, il y aura des bonnes personnes, il y aura des mauvaises personnes et tout. Mais bon, écoutons toujours notre fond intérieur aussi. Voilà. Parce que notre subconscient ne nous trompe pas. La première voix qui parle généralement au fond de nous, c'est la voix de Dieu. Et cette voix nous dit toujours des vérités. Donc voilà, DMG, je sais que l'histoire était un peu long, mais voilà, je tenais vraiment à la partager avec vous parce que ça m'a particulièrement touchée. Voilà, portez-vous bien. Bonne soirée. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Une fois de plus, bonsoir DMG, bonsoir à toute ton équipe de production, bonsoir à tous les spectateurs, en fait, je veux dire tous les auditeurs et auditrices de la chaîne DMG. Bonsoir à tous ceux qui produisent avec toi. Et une fois de plus, félicitations pour ce concept qui est tout au plus très éducatif et très instructif parce qu'il réveille des consciences et sensibilisations. Alors, je dis félicitations à vous. Après avoir dit ça, je vais pas déroger à la règle qui dit liker, partager et commenter aussi pour pouvoir édifier davantage tous ceux qui prennent la peine d'écouter et d'éveiller des consciences, comme je le disais tantôt. Je viens une fois de plus ce jour pour raconter notre histoire que j'ai vécue, là personnellement, je l'ai vécue. J'ai eu de la peine vraiment DMG de raconter cette histoire parce que c'est l'une de parmi tant d'autres que j'ai à raconter. Mais celle-ci particulièrement, chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons. J'ai des frissons et puis j'ai mal dans la chair, j'ai mal dans l'âme. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, un malheur qui m'est arrivé et que je dis peut-être que j'aurais pu éviter si j'avais été éveillée. Du moins, je commencerai par dire que à tous ceux qui m'écoutent et surtout aux chrétiens, parce que je suis chrétienne, j'en suis une, que parfois Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais nous ne sommes pas attentifs. Parfois Dieu nous parle dans nos rêves, nous donne des révélations, mais nous ne sommes pas attentifs. C'est pour ça que dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je pense qu'il m'a manqué la connaissance. Je pense qu'il m'a manqué l'attention. Je pense qu'il m'a manqué... Bref, voilà mon histoire. Il y a de cela quelques années, je dis quelques années, c'était en 2016, j'ai perdu un bébé. Du moins, j'ai fait un mort-né. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Déjà auparavant, j'ai une fille. À l'entame, j'ai une fille qui, en 2016, avait atteint ses 10 ans. Très exactement, le 18 avril 2016, elle avait ses 10 ans. Alors, j'étais donc enceinte en ce moment-là, en 2016. Je devais faire aussi. Mon accouchement était prévu pour le 18 avril 2016. Ça veut dire que si j'avais eu cet enfant, ce second enfant, il aurait eu la même date de naissance que ma première fille. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quelque temps avant la naissance de l'enfant, pratiquement 2 semaines avant, alors je reçois la visite d'une dame. J'étais à terme. Je rappelle d'abord que durant la grossesse, au début de la grossesse et qu'on même, j'étais à l'hôpital tous les jours, voir mon gynécologue. Il me faisait des échographies. J'exigeais qu'il me fasse des échographies tous les jours. Le fœtus n'avait pas de problème. Il bougeait sans problème. Il était tellement agité au point, et quand je causais avec mon gynécologue, il me dit si l'enfant est agité comme toi, c'est que ce sera terrible.
tout ça, tous les jours, jusqu'à 6 mois, vous savez. Parfois, même quand le gynécologue me voyait encore devant son bureau le mois suivant, il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Va te faire recevoir par les sages-femmes. C'est à terme que tu viendras, alors, et puis je vais accoucher. Moi, je tenais à suivre ma grossesse parce que j'étais déjà un peu comme une primipare. Parce que ça faisait 10 ans depuis que j'avais plus eu de grossesse. Alors, je me prenais comme primipare, en fait. J'avais refait tous mes examens. Tout allait tout bien. Bref, alors je reviens. 2 semaines avant l'accouchement, et je reçois la visite d'une dame, une voisine. Une voisine qui s'est dit être du groupe charismatique, qui prie beaucoup à l'église et consort. Bref, elle passe là, elle me rencontre. Et j'étais chez moi. J'étais chez moi parce que j'avais fermé mon commerce que je tenais. J'étais maintenant à la maison, j'attendais mon accouchement. Alors elle passe, elle me voit, elle me rencontre. Je la soit chez moi, je la reçois. Elle me commence à me raconter, oh, quand on est comme ça, ton état, il faut beaucoup prier pour l'enfant et consoler. Je dis, non, c'est vrai. Moi, je prie comme mon Dieu, je prie, je prie. Je prie. C'est vrai que parfois, j'ai des cauchemars, j'ai des nuits difficiles et consorts, mais je me lève, je prie, ça passe. Elle se met à me raconter une histoire à elle, son histoire à elle. Elle me dit, elle, quand sa maman lui a raconté que quand elle était enceinte d'elle, elle avait eu des problèmes, elle avait des problèmes de cauchemars et consorts. Et une fois même, sa maman avait rêvé, quand elle était enceinte d'elle, qu'elle marchait dans la route et un fou l'a poursuivie et a menacé de poignarder son ventre. Son gros ventre avait un couteau. Et puis voilà, comme ça. Et puis c'est comme ça, par après, sa maman, même pour l'accoucher, a beaucoup souffert et consort. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier et consort. J'ai dit, ah tiens, vraiment, que Dieu m'en préserve. Vraiment, j'essaie de prier, je prie, malgré que j'ai des nuits parfois difficiles. Mais je suis sûre que j'ai bien la grossesse, mais je prie. Je vous assure, DMG, quand cette dame est partie, par après, qu'on ait fini de causer, la nuit, en fait, j'ai pas dormi bien. J'ai eu comme des étouffements, comme on dit paralysie du sommeil. Et puis je me sens étouffée. Et je crie dans mon sommeil, dans mon rêve, dans mon étouffement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. La voix ne sort pas, mais je mets ça dans mon cœur. Et puis je suis détachée, comme tout d'un coup détachée, quoi. Bref, voilà, j'ai dit, je mets ça, je banalise ça, je banalise. Il dit, bon, peut-être que c'est entre-temps, c'est toujours comme d'habitude, je dors difficilement. Mais par contre, le bébé qui était tout le temps très, très mouvementé dans le ventre, vous savez, les femmes enceintes le savent, après un certain nombre de mois de grossesse, quand le fœtus est déjà assez viable, assez costaud, il donne des coups de pied, mais curieusement, il donnait trop de coups de pied. Il était très calme de temps en temps. Le bébé était calme de temps en temps. Et pour moi, parfois, quand j'étais là et qu'il me donnait des coups de pied comme ça, je m'amusais parfois à cause j'avais lui dit, mais tiens, tu ne donnes pas de coups de pied aujourd'hui, je tape le ventre, je tape du côté-ci, je tape du côté-là. Il bougeait légèrement, mais après, tu vois, le mouvement du bébé dans le ventre avait commencé à baisser. Ça commence à m'inquiéter, maman. J'appelle ma maman, qui n'était pas loin, qui était dans l'autre ville voisine. Parce qu'en fait, j'étais avec ma fille seulement à la maison. Alors, et son papa, lui, il n'était pas là, il voyage, il travaillait ailleurs, loin de l'autre côté. Je ne vais pas citer la ville, il travaillait très loin de l'autre côté. Et il venait de son temps. J'appelle ma mère, vraiment, maman, il faut venir, je ne me sens pas très bien. Et puis, le bébé aussi ne bouge pas trop. Alors, elle débarque. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, voilà, il ne sent pas bien. En fait, le bébé, je ne le sens pas bien. Je ne le sens pas vraiment. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Elle dit, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Ce jour à l'hôpital, la sage-femme chez qui le médecin m'a recommandé de partir désormais. Les sages-femmes me reçoivent. Elles commencent à chercher le pouls. Elles commencent à chercher avec leur stéthoscope là. Elle cherche les battements de l'enfant. Je vois comment elle est dubitative là. Elle me regarde, elle est dubitative là. Après, elle me dit non. Il faut qu'on aille encore dans l'autre service là parce que peut-être je veux voir mon collègue là qui fasse encore aussi ton toucher quoi. Voilà. Alors, je le regarde. Je dis qu'est-ce qui ne va pas? Je la vois pensive là.
Elle me dit qu'est-ce qui ne va pas. Après, je lui dis, maman, bébé là ne bouge même pas très bien. Elle me dit, il faut que le médecin soit là. On fait un peu une échographie pour voir. Il dit, d'accord. Malheureusement, ce jour, le médecin, il est à la fois gynécologue, à la fois enseignant. Il était dans aller donner des cours, il n'était pas dans l'hôpital. Mais néanmoins, son assistant était là. Son assistant était là, je m'en vais rencontrer son assistant, je descends, je m'en vais rencontrer son assistant. Il était une habitude de moi parce que les premiers mois, j'étais tous les jours devant eux. Il me dit, mais qu'est-ce que toi tu viens ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que ça ne va pas parce que mon bébé ne bouge plus bien. Il ne bouge plus bien comme le premier jour. Il me dit, tiens, tu te déranges pour rien. Il me dit la même chose que ma maman a dit. Il me dit, maman, parce que ma mère m'avait dit que, tu sais, quand le bébé déjà, c'était costaud comme ça, là, surtout que j'avais un très long ventre. On aurait cru que c'était une grossesse jumelée. Elle me dit parfois, il est fatigué, il cherche déjà sa position pour sortir quand sort. Bref, ça me contentait encore. Mais seulement, quand il m'a fait l'échographie, son assistant, je voyais les dubitatifs sur l'écran. D'habitude, ces gynécologues, ils ne vous montrent pas l'écran. Quoique quand c'était moi, je disais, je veux voir l'écran. Tourne-moi l'écran, je veux voir mon bébé. Du moins, je vois comment il regarde les dubitatifs. Il me demandait, est-ce que madame, vous avez eu la fièvre? Je dis, non, j'ai pas eu de fièvre. Je prends mes médicaments, j'ai pas eu de fièvre qu'on sort. Je vois, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que bon, d'accord, allez-y. Il me prescrit donc des examens à faire. Je m'avais allé au laboratoire, c'est déjà presque en soirée. Il me dit, allez au laboratoire, vous faites les examens, qu'on fasse rapidement les examens et vous revenez ici. Entre-temps, j'étais dans les grosses gouttes de sueur qui commençaient à couler. Qu'est-ce que je dis? Le bébé était déjà apparemment mort dans le ventre. Il était vraiment déjà mort dans le ventre parce que j'avoue même que les 2 derniers jours avant que je n'aille plus avec maman, c'était déjà comme une boule. Comme une boule. Le bébé non seulement ne bougeait plus, mais quand je me couchais de côté, la boule allait de côté. Quand je ramenais de l'autre côté, je vois aussi ça va de l'autre côté. Il n'y avait plus de vie en fait. Le bébé était mort dans le ventre. Il me renvoie comme ça là. Je m'en vais rapidement au laboratoire. On me fait des prélèvements et consorts. C'était comme ça des prélèvements post-opératoires qui me préparaient sans pouvoir me le dire. Mais seulement, il savait que je pouvais passer par là. Alors, comme c'était déjà le soir, et puis je fais l'examen, j'étais en grosse goutte. J'étais dans la sueur, il y avait la sueur qui coulait sur moi, je ne sais pas quoi. C'est le laboratoire, il m'a dit, bon, il faut rentrer donc voir le médecin qui t'a prescrit ça, et puis tu cherches un lit, tu te couches. Il dit, mais non, il ne m'a pas demandé de me coucher, il m'a dit que je fais ça, je rentre le matin, je reviens. Il me dit, non, à ton état là, tu ne peux pas rentrer comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me doutais de rien, en fait. Je ne pouvais pas imaginer, parce que je ne voulais même pas imaginer que ça pouvait être dans cette situation, d'avoir perdu le bébé. Non, mais eux, ils ne me disent pas non plus. Alors, j'ai dit, non, je ne vais pas dormir. Ma maman m'attend là-bas, je vais rentrer. Je vais venir le lendemain, comme l'assistant a dit. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée, mais seulement toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais pensif et je savais, je me remémorais les images que j'ai vues sur l'écran lorsque l'assistant du gynécologue a fait mon échographie. Je sais que d'habitude, lorsque le cœur est bas de l'enfant, quand il fait ça, il y a les décibels là sur l'écran. Les décibels là, tu vois les battements du cœur de l'enfant. Mais cette fois-ci, c'était plus le cas. C'était une ligne qui apparaissait là. Quoique je ne sois pas médecin, je ne sois pas du corps médical, j'ai su que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne veut pas me le dire. Quoique j'ai insisté de savoir, demander à savoir ce qui ne va pas, mais non. Il m'a souvent dit, non, on va faire l'examen et puis tu reviens comme ça. Et puis tu achètes ces produits. Demain, tu reviens avec. Il s'agit de quoi? Des comprimés, voilà. Et des perfusions et des injections. On a préparé tout ça. Maman et moi, nous sommes rentrés et puis le lendemain, 6 heures, très tôt, première heure, nous sommes arrivés à l'hôpital avec tout ce dont il avait demandé. Et le médecin aussi était là. Il était là. Bref, non, il n'était pas encore là parce que nous sommes arrivés toutes les premières. Il est arrivé, il nous a trouvés. Mais néanmoins, le major, son assistant, est arrivé avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'avais commencé, il me dit, il vient, je viens avec mes médicaments et consorts. Bref, les femmes enceintes, il me reçoit.
Et il prend les comprimés que j'avais, et puis il me fait l'injection, et puis il me place les comprimés dans l'utérus. Voilà. Là, c'était comme ça pour déclencher mon accouchement. Et tout ce que là, je ne savais pas, je ne me doutais pas vraiment que je pouvais avoir perdu le bébé. Non, non. Je n'avais pas de contraction. Non. Je savais seulement que l'enfant ne bougeait pas et la date était déjà là. Là, nous sommes rendus au 19 avril. Le 19 avril, c'est-à-dire que le lendemain de la date prévue d'accouchement, il a provoqué la grossesse. Alors, c'est comme ça que dans ma douleur et consort, tout ce que j'ai eu à subir, je passe dessus parce que c'est les femmes les femmes peuvent témoigner de quoi est-ce que je parle quand je parle de douleur sans contraction provoquée et consort. J'ai appelé sur ma table d'accouchement DMG. J'ai sollicité même l'opération. J'ai sollicité une chirurgie. J'ai sollicité parce que la douleur était immense. Bref, c'est passé. Le bébé, en fait, était déjà mort dans le ventre. Et puis, il fallait faire l'expulsion. Et faire l'expulsion des déchets. Et faire le curettage. Je vous laisse imaginer la douleur. Et maman, inconsolable dehors et consort. L'histoire de rêve. L'histoire de rêve, je ne sais pas si je vous ai dit. Je crois que je suis passée là-dessus. Je suis désolée. Parce que le rêve que cette dame m'avait raconté, qui était celui de sa mère à sa grossesse, j'ai fait le même rêve. J'ai oublié de vous le dire. Non seulement j'ai eu des cauchemars la même nuit, mais la nuit suivante, j'ai fait le même rêve que cette dame m'avait raconté. J'ai fait un rêve où dans la rue, je marchais et un fou s'est mis à un long couteau, chercher à me poignarder dans le ventre. Parce qu'il venait en face de moi, il a cherché à envoyer son couteau dans le ventre. Et j'ai esquivé, j'ai fui et je me suis réveillée. J'avais fait le même rêve. Je m'étais réveillée, je me suis mise à prier sûrement. Et puis j'ai dit, bon, peut-être que c'est parce que cette dame m'a raconté ça récemment. Et puis je suis très stressée, peut-être c'est pour ça et qu'on sort. Voilà, c'est lorsque j'ai perdu cet enfant. J'ai pleuré longtemps. Et à la maison, de retour à la maison, je ne faisais que prier, pleurer, demander pourquoi au Seigneur. Et puis je me suis ressassée dans de ce rêve-là. J'ai dû appeler maman. J'ai dit, maman, voilà, telle personne était venue comme ceci, m'avait dit, c'est là. Et j'ai fait ce rêve-là comme ci, comme ça là. Et du coup, mon enfant a commencé à avoir des problèmes. Voilà. Alors, je dis, je suis vraiment très émue quand je raconte cette histoire. C'est pour ça que je ne suis même pas très, c'est-à-dire que j'ai des troubles parfois des troubles parfois dans l'histoire parce que c'est encore beaucoup poignant pour moi quand j'y pense. Je dis peut-être que si j'avais eu la présence d'esprit de raconter rapidement lorsque j'ai fait ce rêve-là, peut-être que d'une manière ou d'une autre, mon enfant aurait survécu. Parce que je me souviens, il se battait, à un moment donné, il se battait, il faisait des mouvements, des derniers mouvements dans le ventre avant d'arrêter de bouger. Il faisait des derniers mouvements dans le ventre et qu'on sort de temps en temps. Peut-être 2-3 jours avant, si j'avais peut-être parlé, peut-être qu'on aurait pu sauver l'enfant d'une manière ou d'une autre, soit par la prière, soit par nos traditions, soit par quoi que ce soit. Bref, parfois je m'en veux de n'avoir pas su protéger mon fœtus. Parfois, je ne sais pas, quand je regarde la dame, j'ai un dédain. Elle est là encore au quartier. Et j'avoue qu'aujourd'hui, même bonjour, je ne dis plus bonjour parce qu'il y a eu d'autres choses encore qui se sont passées par après. Dans son commerce qu'elle fait, elle a essayé de me frapper. Bref, d'autres histoires. Je dis, bon, tiens, même le Seigneur n'a pas voulu que je garde cette relation-là, cette amitié-là qu'on se fasse. C'était même pas une amitié, mais seulement une relation de bon voisinage et qu'on sort. Donc, je dis même, je passe ma route. Quand je la vois, je pense à mon enfant. Mon enfant aurait eu 6 ans, 7 ans, je dis 6 ans, je sais pas.
Bon, j'y pense, j'ai dit seulement, Seigneur peut-être n'a pas voulu aussi que je garde cet enfant, sinon peut-être qu'il m'aurait ouvert les yeux. Bref, je suis dans tous mes états et je ne sais pas vraiment quoi penser de ça. Tout compte fait, je remis à Dieu. Je remis au Seigneur, c'est lui qui fera mon palabre. Si jamais cet enfant a été attaqué mystiquement et qu'il est parti parce qu'il était attaqué mystiquement, alors je remets à Dieu, il fera mon palabre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu même le courage d'avoir un autre enfant. J'ai dit, ça m'a tellement traumatisé que j'ai dit, je reste tranquille et qu'il en soit ainsi. Alors, j'aimerais quand même sensibiliser. J'aimerais quand même que cette histoire puisse sensibiliser une ou deux personnes qui pourra l'écouter. Comme quoi, faisons très attention, surtout quand une femme en état de grossesse, une femme enceinte. Vraiment, méfions-nous de qui nous côtoyons. Méfions-nous de l'endroit où nous allons. Méfions-nous de faire des palabres même parfois. Méfions-nous parfois même de recevoir du qui que ce soit chez nous. Bref, faisons attention. Et surtout lorsque nous avons une ou deux petits soupçons comme ça, ne tardons pas de parler, de se confier. Oui, de se confier et prier beaucoup. Prier beaucoup pour avoir des révélations, pour avoir la connaissance. Moi, si j'avais eu la connaissance que je peux parler, si j'avais eu la présence d'esprit, si j'étais attentive vraiment à l'espace, que je sais aujourd'hui que c'est le Seigneur qui m'alertait d'une manière ou d'une autre, dans mon rêve, dans mon songe, que attention, le bébé là peut être en danger. C'était peut-être la voix du Seigneur qui me disait, fais attention, le bébé est en danger, ou je ne sais pas quoi, qui me révélait quelque chose qui n'allait pas. Je n'ai pas prêté attention. C'est bien des mois après que j'ai fait le lien avec ce rêve-là. Je suis sûre aujourd'hui que il y a vraiment un lien. Parce que c'était curieux. Même le médecin était surpris de savoir que le bébé là est parti comme ça. Un gros bébé. De savoir que le bébé est mort d'avant. Il n'y avait pas de problème et qu'on sort. Même après l'accouchement, on a fait des examens pour savoir qu'est-ce qui a pu pouvoir faire partir l'enfant. Rien. Alors voilà mon histoire. Encore très douloureux. Encore jusqu'aujourd'hui, quand je raconte sur DMG, je continue d'avoir la chair de poule. Mais voilà que ça édifie d'autres personnes et que une ou d'autres femmes ne soient pas exposées par petite négligence, par petite inattention quand ça ne sait pas. J'espère que je sais que j'ai été trop longue, j'allais dire, mais j'ai même su passer beaucoup d'autres détails, des détails de ma grossesse, mais excusez-moi aussi de n'avoir pas été peut-être très logique dans la chronologie des choses, mais c'est l'émotion. Essayez de me comprendre, c'est l'émotion. Ok, je vous souhaite bonne soirée et bonne continuation pour l'émission. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la population de DMG. C'est Madame Ebeke Jacqueline qui raconte l'histoire de son quartier. DMG raconte l'histoire de mon quartier d'enfance. Nous étions des jeunes filles qui grandissons presque au quartier, même âge. Nous étions peut-être 3 qui étions là, qui marchions. Maintenant, tu sais, à notre époque, les fiançailles étaient... Quand tu arrives, quelqu'un peut te voir, soit ta mère voit une jeune fille, il propose à sa fille, à son fils, vice-versa. Comme ça que les mariages se passaient par avant, à notre époque. Voilà, maintenant, nous 3 filles qui avions grandi ensemble, et à l'une de nous, elle était même la plus jeune, qui a eu un fiancé là, qui était très bien, qui travaillait à la banque, il avait l'argent. On n'a pas fait la jalousie, elle est partie. Et c'est nous qui étions... elle a fait les fiançailles, là, elle donnait l'argent. Elle a dit, non, elle est encore jeune, elle fait canon. Et tu vas dire, lui, il va tout faire, il va payer l'école, il va tout faire. Comme ça qu'on a fait le mariage de cette fille. Elle est partie du quartier, elle était très bien. Et tu sais, comme on était quand même les gens du quartier, quand elle est partie, elle revenait. Elle nous donnait les causeries. Elle disait que son mari est bien, son mari a telle voiture. Elle nous racontait les choses. Voilà qu'une fois, après peut-être 1 an ou 2 ans de mariage, elle vient me dire, grande sœur, il y a quelque chose que je veux te dire. Je dis, dis-moi, il y a quoi? Elle me dit, maman,
Chaque fois que mon mari il ramène des trucs à la maison, il ramène les alvéoles d'œufs là, les alvéoles d'œufs. Et il me dit toujours tous les matins que je dois casser un alvéole d'œuf devant sur les fleurs. J'ai dit quelques fleurs. Il dit les fleurs de l'entrée du portail. Elle casse les œufs là. Le matin qu'elle se lève, elle casse les œufs, elle verse. Elle casse les œufs, elle verse. Chaque matin, c'était son travail. Je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Il t'a pas dit pourquoi? Il dit non, il m'a pas dit. Il m'a pas dit pourquoi, mais c'est un travail que je fais tout le temps. Il dit que, mais voilà déjà les interdits. C'est quoi ça comme ça que tout le matin? Tu dois casser les œufs. Il manquait pas les œufs chez eux à la maison. Il fallait que chaque matin, elle casse les œufs. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à raisonner. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit à ma mère que maman, notre fille du quartier qui est partie ici, elle m'a dit une histoire là que je ne comprends pas. Elle m'a dit que son mari, depuis qu'elle a marié là-bas, elle a une robe qu'elle joue tous les matins là-bas de casser les yeux. Ma mère dit que ce n'est pas bien. Dis-lui que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Casser les yeux, c'est quelque chose qu'elle nourrit. C'est quelque chose qu'elle nourrit. Un reptile, quelque chose qu'elle nourrit, c'est pas bien. C'est comme ça que je suis partie, je lui ai dit que très attention, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est comme ça qu'elle est restée, elle dit que on lui a dit que ça doit être soit un serpent, soit quelque chose qu'on nourrit. C'est la personne, le truc là qui nourrit ça, les yeux là partout. Quand tu casses ça, tu vois ça, elle dit que ne c'est pas un seulement. C'est comme ça qu'on est resté, elle est restée un jour. L'électricien est venu un jour chercher quoi là, pour faire l'installation du courant là dans la maison. Quand il est entré, il fallait passer les fils par le plafond. Quand le technicien est entré là-bas, le plafond, il a trouvé un gros bois là-bas sur le poisson. Il est tombé, il a crié, wow, c'est pas. C'est elle qui était au salon, c'est elle qui était le mari, il était au travail. Il a crié qu'il est tombé au sol. On demande au monsieur c'est quoi, il dit que c'est bon, le monsieur a fui, il est sorti en courant. C'est là où, quand elle m'a raconté ça, elle lui a dit que tu as vu, c'est ça, tu remplissais les conditions. Je lui ai dit que maman, moi, c'est pareil maison, moi je ne pourrais plus venir te rendre visite, maman, c'est comme ça que moi je me suis séparée de l'eau. Maman dit pas seulement, je lui ai dit que maman, il ne faut pas qu'on dise que la jalousie. J'ai dit maman continue, ou tu vas vouloir continuer ou pas au moins. J'ai coupé moi les ponts de ma camarade là. Je suis partie, où ils ont continué comme en haut. Mais je sais que voilà la secte, c'est ça qu'elle nourrissait. Je fuis. Voilà les conditions que ma soeur est partie là-bas. Avec le temps, je ne sais pas. Je suis restée, je suis sortie. Et ça m'a dit que je ne peux pas parler parce que si son mari apprend là que je lui ai dit quelque chose, peut-être c'est moi qu'on va venir suivre ou le bois va venir me chercher ou je les ai laissés depuis ce temps-là. J'ai dit que je ne veux même plus. Voilà l'histoire de mon cas, de la fille de mon quartier que je raconte, qui est entrée dans les trucs qu'elle ne connaît même pas. Bye. Madame Biké Jacqueline. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.